Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette rencontre autour du travail de Fumio Bata et de Fabien Grolot, plus spécialement sur leur façon d'aborder la nature, l'écologie, l'environnement, on a choisi de choisir comme titre Notre nature racontée. Voilà, on va essayer de développer, de tourner autour de ça pour cette table ronde qui va clôturer le festival qui touche à sa fin. Une chouette édition. Voilà. Juste rapidement présenter Fabien. Donc Fabien, ici à ma droite, auteur de bande dessinée, ce qu'on appelle un auteur complet, puisqu'il est scénariste et dessinateur. Donc il dessine ses propres histoires, il scénarise pour les autres dessinateurs. Alors je sais pas, est-ce que tu as dessiné des histoires de scénaristes? Non. Non. Il est également éditeur. Si, toi. Ah oui, ah oui c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Une petite histoire. Une petite histoire dans un fanzine, c'est vrai. Voilà. Et donc, à nos côtés aussi, Fumio Bata. Donc, je vais laisser Yves présenter Fumio. Bonjour, donc en quelques mots, donc Fumio Bata, dont vous pouvez voir le travail exposé à Maison Fumetti pour cette édition du festival. Fumio donc est un auteur de bande dessinée japonais qui vit en Grande-Bretagne depuis l'adolescence et qui a fait tout un parcours dans deux écoles d'art notamment, la Glasgow School of Art en Écosse et le Royal College of Art à Londres. Deux de ses livres sont publiés en français et Fumio est en train de travailler sur le projet que nous présentons donc à Maison Fumetti, à savoir un livre qui va traiter de la question de Fukushima, de l'accident lui-même, mais également des conséquences de ce désastre. Voilà. Et bien, du coup, pour commencer, une question justement pour Fumio, puisque ces deux livres traduits en français dont parlait Yves n'abordent pas forcément la question de l'environnement, enfin en tout cas de manière beaucoup moins frontale que ce qu'il prépare sur Fukushima. Donc là, j'ai fait défiler les deux titres parus en France. Donc un thé pour Yumiko et Sauce Soja. Du coup, une question pour Fumio. Est-ce que c'est vraiment cette catastrophe de Fukushima qui a déclenché une sensibilité écologique, ou c'est quelque chose que tu avais déjà envie de parler depuis longtemps, mais tu cherches un moment pour le faire? Est-ce que tu avais déjà sensible à l'écologie? Starting point was more moralistic rather than environmental. More about trying to help my fellow Japanese in a way. I didn't go back to Japan when it happened immediately, and I regret. So I tried to do my bit to help something about the event in my own way. So, 本ですね. But environmental issue came in. But first of all, it was to do with my fellow Japanese and just go and meet them and do some volunteer work. But inevitable, yes, people always talked about environmental issue because it was about a nuclear accident. So it started having, in my book, started having that element. Okay. Le point de départ était pas tellement, c'était surtout l'idée d'aider mes compatriotes au Japon. Donc j'avais pas cette réflexion au départ, c'est simplement quand l'accident a eu lieu, j'aurais pu aller immédiatement en fait, immédiatement après l'accident. Je regrette d'ailleurs de pas l'avoir fait, donc j'ai essayé de trouver un moyen d'apporter mon soutien. Ce moyen, pour moi, ça a été la bande dessinée. Et en fait, la conscience des questions environnementales s'est développée parce que, évidemment, on ne parlait que de ça là-bas. Ok.
Toi, Fabien, l'environnement, l'écologie, c'est quelque chose qui est un peu en fil rouge en fait de toutes tes œuvres, qui est pas frontal, c'est souvent assez disséminé. Enfin, tu vas parler de Audubon, de Darwin, voilà, qu'on fait pas mal de choses là-dessus. Du coup, est-ce que donc tu en parles dans tes histoires, donc on imagine que c'est aussi bien en tant que dessinateur que scénariste, c'est des productions qui t'occupent depuis longtemps en fait, quoi, que même peut-être avant que tu fasses de la bande dessinée. Oui, bah, c'est ça. C'est en fait, moi, je suis architecte. On le dit à chaque fois, mais et il y avait déjà des préoccupations environnementales et écologiques en architecture. On étudiait par exemple je sais pas moi, les bâtiments plantés par exemple, ou les questions d'économie d'énergie, etc. Donc moi, c'est comme ça que j'ai été sensibilisé. Et puis ensuite, voilà, je me suis mis à habiter dans un bout de forêt. Et du coup, ça a pris une place assez importante dans ma vie. Et c'est pour ça que, en plus des histoires que j'aime aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout un imaginaire qui va avec la nature, et qui me parle beaucoup, et notamment un imaginaire venu du Japon, moi, qui me parle aussi beaucoup. Ça tombe bien alors. On va en parler plus tard. Donc du coup, effectivement, quelque chose que toi qui est très présent depuis longtemps, Fabien. Du coup, est-ce que tous les deux, donc là c'est une question pour tous les deux, répondez pas en même temps, sinon on va pas longtemps. Est-ce que, pour le coup, est-ce que toi, Fumio, tu disais que c'était surtout pour témoigner et puis aider les gens que tu connaissais là-bas, comme toi, Fabien, tu voulais rendre compte d'histoires qui te touchaient. Est-ce que vous vous considérez comme militant? Est-ce que c'est un mot qui vous parle? Actually, I am not that clever, first of all. During my research, I discover more than I discovered. And, but that didn't make me militant, militant. I am still digesting it. Because the what's happening in Japan is very complicated, and environmental issue. Yes, sorry. Just forget about environmental issue. Yes, I am still in the process of digesting. So depending on what answer comes up, I become more militant or more. I mean, I know environment is very important, but I haven't really reached the point to explain it more properly. I'm still a learner. Is okay? Je ne suis pas si intelligent que ça. Et pendant ma recherche, en fait, j'ai découvert plutôt que redécouvert un certain nombre de questions. Donc j'ai appris, mais je ne me considère pas vraiment comme un militant. Je digère en fait encore ce qui s'est passé au Japon, ce qui est arrivé là-bas, et dans ce processus d'intégration en fait de compréhension des événements, je suis un peu selon ce qui va arriver, selon ce que je découvre. Peut-être là je pourrais me positionner, mais dans l'immédiat je suis encore en train d'intégrer donc cet événement. Can I just add one more thing? Because I tell my story through myself, I show how ignorant I am, right? So I keep my perspective same level as a reader. So this is my way of telling the story, rather than me being a scientist telling people. I get told, no, Fumio, you have to learn these things. And that's my way of telling this story. Donc mon point de vue, en fait, c'est celui de l'ignorance. Et
je découvre en fait les événements et les éléments au fur et à mesure, donc je me mets en fait au même niveau que le lecteur qui lui non plus ne connaît pas forcément une question extrêmement complexe, et j'adopte ce point de vue en tant que narrateur en fait. Donc moi je réponds sur le militantisme. C'est compliqué, ça veut dire plein de choses militant. Donc je suis pas un militant, je sais pas comment dire, activiste quoi. Je questionne, comme citoyen, comme pas mal de gens. Donc faire sa maison par exemple en essayant d'être écologique le plus possible, mais c'est pas si simple. Enfin voilà, ça c'est mon engagement citoyen. Mais surtout ce qui me questionne, c'est quoi ma responsabilité d'auteur? Comment je me positionne en tant qu'auteur sur les questions environnementales. Donc, quelque part, oui, forcément, même faire de la BD, raconter des histoires, c'est forcément une forme de militantisme, j'imagine. Ouais, mais toi, tu le fais parce que tu en ressens le besoin, ou tu penses que tu as une responsabilité à devoir raconter des choses là-dessus? C'est compliqué, hein. Moi je suis une goutte d'eau parmi des milliers de gouttes d'eau, mais oui, je pense que moi je raconte des histoires, donc quelque part je suis un créateur d'imaginaire, toute proportion gardée, hein. Donc à ma modeste mesure, je me dis que on doit créer un imaginaire, nous, écologique, qui parle du monde, qui parle des problèmes du monde, mais aussi qui peut montrer la beauté de la nature, qui peut montrer tout un tas de choses, parce que là c'est un peu plus politique ce que je veux dire, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi, en France notamment, on sait qu'il y a des problèmes écologiques, on sait qu'on va vers une catastrophe probable, et c'est quand même les politiques qui vont le plus au sens inverse qui perdent, qui gagnent, oui. Et moi, je voudrais, à ma modeste mesure en tant qu'auteur, on crée un imaginaire, des histoires qui réinventent, un imaginaire collectif autour de l'écologie, quoi. Je sais pas si je suis bien clair, mais... Pour moi, oui, mais je connais bien ton œuvre, donc je vous invite à acheter tous les bouquins de Fabien pour... Et du coup, Fumio, sur cette question, toi, du coup, est-ce que Fabien parlait d'une nécessité presque, en tant qu'auteur, de rendre compte, de témoigner ce qui se passe? Toi, est-ce que tu le ressens pareil? Tu te dis, en tant que raconteur d'histoire, il faut que je raconte ça? Okay, the way I talk about nature is it's a classic Japanese there is the we in our history in Japan we have our own way to have relationship with nature, okay, and that's why yokai came in. Okay, kamen, sorry. They symbolically represents about nature. And we lost the touch. We definitely lost the touch with it. And Godzilla is really coming from that tradition. But it has become blockbuster monster. And that just shows how much sensitivity we lost. Because Godzilla was about basically criticism about modern world, and I'm just trying to bring this relationship that we used to have with nature in my story. La façon dont je parle de la nature en fait est très classiquement japonaise. Ça s'inscrit dans vraiment une tradition. C'est d'ailleurs là que la figure des yokai apparaissent dans mon travail. Les yokai en tant que symbole de la nature. Nous avons en fait perdu au Japon contact avec cette tradition et donc avec la nature. Le personnage de Godzilla, par exemple, vient de cette tradition, même s'il a été un peu dévoyé et que maintenant c'est plutôt un monstre de blockbuster, mais à l'origine, il avait un sens. Il parlait de notre histoire. Et ce que je cherche donc à faire, c'est de reconnecter, redonner du sens à ces créatures qui, dans le Japon, encore une fois, était un lien avec notre environnement naturel. Je veux juste rajouter que sur le militantisme et sur raconter les histoires, la ligne principale, ça va quand même de faire des livres, enfin, en tout cas pour moi, qui sont pas pédagogiques, qui sont
pas politique, c'est vraiment des récits ou d'aventures. Enfin, ça dépend le sujet que je vais avoir à traiter. Mais l'histoire prime avant tout. Après, je choisis cette histoire parce que je sais qu'il y aura des thèmes, par exemple autour de la nature, autour de l'animal, etc. Mais je veux toujours penser à distraire le lecteur, entre guillemets, avant tout. Ok, merci Fabien. Du coup, Fumio, tu parlais ça fait partie d'un classique japonais de raconter, enfin, le lien à la nature comme ça. Du coup, on peut se demander quelles sont tes influences, en fait, quel artiste t'a influencé pour ce que tu fais sur Fukushima, puis peut-être pour avant. There aren't any specific heroes, like comic artist, influenced me. It's just it's been, it was just there when I was growing up. It's in our ritual and tradition, everyday life. Problem is, we lost the meaning or reasons why we do this. Just ritual became just a formality. And there's no spiritual notion or value to it anymore. We just do it for the sake of it, but it doesn't make us think, and that is bad, I think. And in terms of how I illustrate my yokai, I went back to very primitive. Presentation of animals and spirits, like cave paintings. I became very interested in the prehistoric representations of animals and spirits, like Chauvet cave in France. And that gave me a lot of inspiration. Sorry, it's not to do with Japan, but I find primitive forms a lot more inspiring and pure in comparison to Godzilla, let's say. Il n'y a pas particulièrement d'auteur de bande dessinée qui m'a influencé. En fait, pour ce projet, le lien était déjà là quand j'ai grandi, puisqu'il y avait déjà autour de moi, au quotidien, des rituels qui sont malheureusement devenus des formalités. C'est-à-dire que ces rituels qui portaient des valeurs ne nous incitent plus en fait à réfléchir, à penser à ce qu'elles signifient, ce qui est, à mon sens, une mauvaise chose. Les yokai, en fait, je me suis tourné vers des représentations primitives à la fois des animaux et des esprits. Et parmi les sources d'inspiration, il y avait par exemple la grotte Chauvet en France, avec des représentations préhistoriques. Alors c'est pas très japonais, mais en tout cas ça m'a intéressé. Et ces formes primitives sont une vraie source d'inspiration pour moi. Elles sont, par leur pureté, par leur simplicité, c'est quelque chose qui me parle. Je crois que Fabien, ça te parle aussi, la grotte Chauvet ? Bah oui, parce que je fais un livre avec Anna qui est là-bas sur la grotte Chauvet. 2000 combien ? On ne sait pas. 2021-22, on verra. Ben oui, moi c'est la préhistoire, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi et ça fait des années que je tourne autour de ce sujet-là et j'ai vraiment envie d'écrire ce livre. Ouais. Toi, du coup, sur tes influences, sur les récits que tu as, là, du coup, la thématique de la table ronde est plutôt sur l'environnemental. Donc, peut-être est-ce qu'il y a des références qui t'ont influencé pour raconter tes récits qui tournent plus autour de ça ? Moi, en influence française, j'ai Tintin, mais bon, ça, on peut en parler. Mais du coup, je vais lui rendre l'hommage. Est-ce que Tintin était écolo ? Non, pas trop. On commence pas.
Mais moi, j'ai un auteur japonais que j'adore depuis très longtemps, puis qui est devenu assez connu en France, c'est Tezuka, forcément. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais en France aussi. Miyazaki, je pense que tout le monde a ça en tête aussi. On a tout un imaginaire qui vient du Japon et qui nous nourrit. Mais moi, c'est vrai que Tezuka, il y avait des dessins animés qui passaient de Tezuka qu'on comprenait pas, qui étaient vraiment étranges. Je sais pas comment il s'appelle. The Banderbook, you know? Non? C'est Banderbook. Ouais. C'est un film une animation de Tezuka, ouais. Et justement, il y a des voyages dans le temps, il y a des... il y a tout un tas de gravures anciennes, etc. Donc moi, Tezuka, il m'a vraiment marqué. Et notamment la série L'Oiseau de Feu. Alors, je sais pas comment c'est... Firebird. Ça doit être Phoenix. Phoenix. Et ça, c'est une série de Tezuka, pour moi, qui est la meilleure. Et qui parle de nature, mais qui parle de tout un tas de choses aussi. Je suis d'accord, ouais. Phoenix, est-ce que quand on est auteur de BD japonais, on arrive à s'émanciper de Tezuka? C'est pas trop dur Is it easy enough to get rid of Tezuka's influence as a Japanese artist? Can you get rid of that influence? Get rid of? Yeah. Can you emancipate yourself from it? Ah! No, I don't think so. Je pense pas que ce soit possible. Tezuka is amazing storyteller, not the illustrator. Tezuka est un narrateur incroyable, plutôt qu'un illustrateur, c'est quelqu'un qui un narrateur, un conteur. Et du coup, il y a à l'instar de Fabien, il y a des comics ou des dessins animés qui ont pu t'influencer jeune de Tezuka ou d'autres sur ces questions-là. When you were younger as a child, were there any series, anime or any manga that had an influence on you? Yes, the Doraemon. Do you know Doraemon? Okay, the Fujiko Fujio. He belongs to the generation just after Tezuka. And there are a generation of manga artists who were inspired by Tezuka and became professional. One of them, Fujiko Fujio. And he's actually a team of two guys. And they just had collective name Fujiko Fujio. And they created a character called Doraemon. And it's very famous in Japan. But yeah, I mean, it was for children. So I grew up with Doraemon. But Fujiko also did a lot of stories for grown-ups, for adults. And they are very philosophical and very dark. And I was shocked because I was fan of Bande dessinée for children, but then Fujiko also doing comic books for adults. And I read the adults ones, like dystopia story, very, very dark. I was traumatized, but it was good learning. So after Tezuka, it's Fujiko for me. Il y a un auteur en fait japonais qui s'appelle Fujiko Fujio qui m'a influencé quand j'étais enfant, que je lisais. C'est quelqu'un qui vient de la génération après Tezuka et qui a été influencé par cet auteur. Il se trouve qu'en fait ce Fujiko Fujio, c'est deux auteurs qui travaillent sous un pseudonyme et qui faisaient donc une série qui s'appelait Doraemon, qui était ce que je lisais enfant. J'ai découvert par la suite qu'il faisait aussi des histoires pour adultes, qui étaient très philosophiques, avec une dimension extrêmement sombre. Donc j'ai été choqué en les découvrant, en les lisant, et en même temps, c'était des histoires d'une dystopie, avec des histoires très très sombres. Donc un peu traumatisé par la lecture, mais en même temps, j'ai énormément appris en découvrant ce travail. Pour rebondir sur ce que tu disais, Fabien, tout à l'heure, que toi, ton but premier, c'est quand même de raconter des histoires aux gens, peut-être après de faire passer un message, mais du coup, qu'est-ce que... tu t'es défendu un peu de dire de pas vouloir faire un truc pédago, moralisateur, en disant, voilà, soit tu fais de la fiction. Qu'est-ce que
qu'est-ce que permet la fiction que permettrait pas le reportage, ou inversement est-ce que c'est juste on s'adresse à des personnes différentes, ou en tant qu'auteur, quoi, du coup, qu'est-ce que l'un des deux, enfin c'est le même médium, mais de manière d'aborder. Bah, après, moi, j'ai rien contre les BD pédagogiques, les BD comme ça, hein, c'est pas la question. Mais moi, je suis un raconteur d'histoire. C'est mon plaisir d'auteur, c'est d'inventer des histoires et puis je sais pas moi, de rendre ça le plus dynamique possible ou le plus étrange possible. Alors moi, ce que j'y vois comme intérêt, c'est qu'on peut y mettre une forme de poésie, j'espère que j'y arrive, j'en sais rien. Et puis surtout, de mettre de l'affect, des sentiments, des choses comme ça, créer des personnages. Toutes ces inventions-là m'intéressent. Alors, moi, je ferai sûrement des récits comme ça pédagogiques un jour, mais c'est vraiment c'est ça, l'invention et puis d'essayer de faire naître du sentiment, si on peut y arriver, chez le lecteur. Et pour toi, Fumio, pour la BD sur Fukushima, tu te mets en scène, tu racontes de la manière, la BD reportage, ce qui s'est passé, mais tu crées aussi de la fiction en inventant des personnages, ces fameux yokai qui sont nés après. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ces formes-là, en fait, pour ton récit? Okay, like Fabian said, okay, using imagination is a liberation for artists, okay. But I knew the technical approach for a long time, but I hesitated because I met real people telling me the story, and there's a lot of information, and I had to prioritize their accounts. Then I did pages, but then I quickly realized I needed to liberate myself, otherwise illustrations suffer. And for me, inside my head, it was about keeping the balance. Of course, I use real people's accounts, but using my imagination. That's why I had to use myself in there. So it just to balance it out, those two. Oui, comme le disait Fabien, effectivement, il y a ce rapport à la création. C'est vrai qu'utiliser l'imagination, c'est une libération pour un auteur, pour un créateur, pour un artiste. Il se trouve que moi, au Japon, j'ai rencontré de vraies personnes qui avaient vécu des choses réelles. Et donc, il a fallu évidemment que je tienne compte, que je respecte ces témoignages. Mais en même temps, de la même manière, j'avais besoin de me libérer aussi en tant que créateur. Et donc, mon souci, mon attention s'est portée sur le fait d'équilibrer, de garder en fait cet équilibre entre fiction, documentaire. Because they are angry, very, very angry. Parce que ces personnes au Japon sont extrêmement en colère. Toujours 8 ans après la catastrophe. Yes, yeah. But angry, but also cynical. Very cynical. En colère, mais également très cynique. Moi, j'ai pas lu la bande dessinée forcément puisqu'elle n'est pas terminée. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans son travail, c'est on fait des images aussi. Je veux dire, la BD, c'est aussi des images. Et quand il produit les monstres qu'on voit là, par exemple, ou les créatures qu'on voit là, eh ben, quelque part, on comprend. Ça met une image sur la catastrophe et moi je comprends tout à fait sa démarche poétique d'utiliser ces créatures pour parler de quelque chose qu'en fait on ne comprend pas, quoi. Quelque chose qui nous dépasse tous, la catastrophe de Fukushima. Ouais. Merci. J'ai appris, donc en échangeant, en préparant l'exposition puis la table ronde, on échangeait avec Fumio et sur le fait, ce qui peut un peu paraître paradoxal par rapport à tout ce qu'on a dit, le fait de vouloir témoigner et le fait de vouloir raconter ce qui s'est passé là-bas, que la BD ne sera probablement pas publiée au Japon, en fait.
I don't want to. I don't want to. It's just some people, real people there. I changed their names, but people can find out, and they get attacked. It's just very, Japan isn't open. We don't have open discussion. And when the majority is against talking about Fukushima, then you have to mute yourself. It's just better, it's safe. Je ne souhaite pas que ce livre soit publié au Japon parce que j'ai changé les noms de ces personnes qui pourraient toutefois se reconnaître. Il se trouve qu'il n'y a pas au Japon actuellement de discussion ouverte sur la question de Fukushima. Quand la majorité refuse de faire face à certaines questions, il est impossible pour moi de considérer que ce projet existe au Japon. Just one more thing. Sorry, then I shut up. Okay. No, it's okay. But I don't mean it's dangerous to live in Fukushima. That's why it's becoming very, very complicated. Even among the evacuees, the opinion is divided. No one knows what's right or wrong. Parmi les personnes qui ont été évacuées, en fait, personne, les opinions sont divergentes. Personne ne sait ce qui est vrai ou faux. Donc je ne voulais pas dire, en fait, je voulais pas simplement parler des personnes là-bas qui sont en fait, les personnes qui ont été évacuées représentent en fait une grande diversité dans leurs opinions, ce qui rend la question extrêmement complexe. Et tu ne penses pas que le débat que le livre pourrait provoquer là-bas pourrait permettre justement que les gens, tu parlais qu'ils étaient en colère, etc., d'exprimer tout ça, ou baisser le cynisme dont tu parlais tout à l'heure? I don't know. I really don't know. I think artists cannot plan consequence. You just have to go with what you believe in. Je n'en sais rien en fait. Je pense pas que les artistes puissent prévoir à l'avance les conséquences de leur travail. Du coup, si le livre ne sort pas au Japon, c'est majoritairement donc un public occidental qui lira ce livre. En Occident, enfin en tout cas pour les gens de ma génération, les 30-40aires, nous on a vécu dans un Japon technophile en avance sur je vois Fabien. Du coup, est-ce que toi, maintenant que ça fait 20 ans que tu habites en Angleterre, c'est quelque chose que tu as ressenti, l'impression que les Occidentaux, les Européens, ont toujours vu les Japonais comme particulièrement technophiles et que du coup, ils ont été surpris de la catastrophe de Fukushima puisqu'ils pensaient que c'était des choses largement maîtrisées, quoi. Yes, it's about safety, okay? Technology isn't perfect, so you have to check safety all the time. But if your boss says it costs money, right? Safety, it's fine, it's safe. You don't do it. You don't go against them. And this is a problem, especially in Asia, that there are obviously a problem, but when your boss says, you don't really go against it. This is a problem. It's hierarchy. It's a social problem. What controls Japan is Confucianism. Confucian is the one. Sorry to say this, but it's not Buddhism. Or Shinto, which is Japanese indigenous religion. It's actually Confucianism is that one. It's about respect the elder, respect the people who are in high class in a society. That's when the problem happens, or when there's obviously a problem, okay. This idea of respecting somebody who is in higher position doesn't help, okay? And technology is not perfect, okay? Especially nuclear. It's very, very dangerous, okay? So when there's a problem, you have to say it. But because the idea of boss is saying that, don't say it. That's what triggered it. Aux
Au Japon, en fait, évidemment, la sécurité est une question évidente. Dès qu'on est dans de la technologie, il faut toujours vérifier que tout est dans les normes. Lorsqu'il y a un problème, en fait, au Japon, la hiérarchie de la société même fait qu'il est très difficile d'aborder ces questions. Ce qui contrôle finalement la société japonaise, à mes yeux, c'est le confucianisme. Pas tellement ni le Shinto, qui est pourtant une religion traditionnelle du Japon, ni le bouddhisme, mais l'idée qu'il faut respecter les personnes en position, les classes hautes de la société, la personne qui est en position d'autorité, position élevée. Alors quand un problème arrive, bien l'idée de respecter quelqu'un dans cette position plus élevée hiérarchiquement ne fonctionne pas, puisque on parle de nucléaire et on parle d'une technologie qui est extrêmement dangereuse. Sauf en France quand même, parce qu'on a EDF qui nous protège et on n'a aucun risque en France, c'est bien connu. Donc on n'a aucun danger là-dessus. Là, en technologie, c'est le seul pays au monde où la technologie est sûre à 100%. Ça y est, je m'énerve. Donc tu prépares un document pour le CE d'EDF, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, oui, on sent que ça t'anime cette question. Peut-être, du coup, le nucléaire, c'est peut-être un prochain thème de. Pourquoi pas? En tout cas, j'en sais rien, c'est difficile. Moi, je sais que ça fait longtemps qu'on en parle, etc. Malgré les nombres de livres que tu écris tout le temps, c'est pas encore sorti. Peut-être qu'il faut que ça mûrisse encore ou Ouais, non, c'est compliqué. Ouais, j'y réfléchis. Ouais, à parler de ça. Je mets des allusions. Par exemple, je vois que tu as une image de Jacadi là. Qui est une BD que j'ai faite qui se passe à Nantes, mais dont je sais pas comment dire, le prologue se passe je sais plus, c'est à Tahiti, en Polynésie, où la France faisait des essais très jolis dans le ciel et des petites explosions comme ça nucléaires dans les années, je sais plus, 50-60. Et puis le prologue de cette histoire, c'est des marins qui voient ça au loin. Oh, c'est joli ces explosions nucléaires. Et puis plus tard, il y a des cancers qui se développent, etc. quoi. Donc c'est un sujet qui me rend un peu dingo, ça a dû se voir. Et puis voilà, donc j'en parlerai sûrement un jour. Ouais. C'est ta première bande dessinée, je crois. Jacadi ? Ouais. Ah non, j'avais fait le Masque du fantôme avant. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, oui, ouais. Effectivement. Oui, mais en tant que scénariste. Ouais. Ouais, en tant que scénariste, ça doit être la première, ouais, effectivement. Il t'a dit un truc que j'ai oublié, mais je vais. Non, mais du coup sur le, j'ai l'impression qu'il y a, t'as développé tout un univers, etc. Est-ce qu'il y a un thème que t'as pas forcément développé, qui pourtant est un thème de prédilection pour amener de nouvelles idées ou en tout cas parler de ce qui se passe en contemporain, c'est la science-fiction. Et du coup, la SF, c'est vraiment quand on veut dénoncer entre guillemets des progressions contemporaines, c'est quand même un médium, enfin en tout cas un genre largement utilisé. T'as pas forcément envie d'y aller, c'est que tu préfères. Je viens d'en faire un. Je viens de faire Grand Océan avec Thomas Brochard ici présent. Voilà, donc non, après c'est les hasards aussi on se crée un chemin dans l'édition, donc quelquefois il y a des projets qui fonctionnent, d'autres qui j'ai pas programmé en 2017 je vais sortir machin, en 2018 j'avance un peu au rythme des projets, mais j'ai un stock d'histoires en tête effectivement, dont pas mal de récits de science-fiction, ouais. Mais ça, pareil, je reviens toujours à Tezuka, parce que dans cette série Phoenix, il y a des récits comme ça, d'apocalypse. C'est pour ça que quand tu disais le Japon était technophile, mais il a aussi une énorme tradition, je pense à Akira, par exemple, où la technologie est déjà un problème. Et c'est Godzilla, c'est ça, je pense, il me contredira ou pas, mais c'est l'incarnation comme ça de la menace qui vient d'ailleurs. Deux mots du coup peut-être sur ce qu'on voit derrière ce bouquin qui sort d'ici 2 mois, parce que du coup j'ai choisi cette image que j'ai pas voulu le lire avant, je vais avoir le plaisir de le lire imprimé, mais du coup je vais garder cette image, voilà, c'est donc une ville sur l'eau, donc là influence Waterworld peut-être, voilà. Non. C'est plus Thomas qui est Kevin Costner à fond.
Non, mais ça, c'est Jules Verne. Bizarrement, je l'appelle. Alors, je me gourre tout le temps sur le nom, mais c'est un bouquin de Jules Verne qui s'appelle La Jangada. Ouais, la Jangada. Oh, finesse, la vache. La Jangada. Ça y est, je vais réussir à le dire. Et c'est un récit de Jules Verne, comme ça, qui parle d'une terre flottante. Alors, le principe de Grand Océan, c'est qu'il n'y a plus de terre du tout. Il n'y a plus que l'océan. Et les humains là, se sont fabriqués une cité flottante à base des conteneurs qui flottent dans l'océan. Donc, ils récupèrent les conteneurs. Et puis, ils les assemblent comme ça pour faire des barges, des bateaux, puis petit à petit pour faire une ville complète. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, Waterworld, c'est peut-être une référence, je sais pas. Mais non, là, pour le coup, c'est plus Jules Verne. Ouais. Et qu'est-ce que, je sais plus. Juste un petit sans promo, ça sort en octobre. Alors, tu sais, toi, je crois que c'est en octobre, il me semble. Il me semble. Hein? Ouais. Voilà. Ok, merci. Donc ça s'appelait Grand Océan. Chez Cambourakis. Toi, Fumio, la science-fiction, c'est un terrain sur lequel tu as envie d'aller, peut-être en parallèle du bouquin sur Fukushima. In connection with Fukushima? No, Yeah. as a parallel project. Yeah, absolutely, yes. Science fiction, yes. but it's a great genre, isn't it? Science fiction. But it's been so many great stories come out from science fiction genre in fiction, television, film. So to do something new, you have to have a very interesting angle, which I don't have. So let's see. But I love to do it, yes. Oui, absolument, la science-fiction m'intéresse. Il y a de très bonnes histoires en science-fiction, que ce soit en bande dessinée ou au cinéma ou en littérature. J'aimerais vraiment faire quelque chose, mais pour faire quelque chose de nouveau, avec tout ce qui a déjà été fait, c'est pas facile. Mais oui, ça me serait assez excité à l'idée de faire quelque chose sur ce genre. Can I just say one more? I'm interested in Utopia. I don't know whether it's possible. But it seems like we believe in utopia or getting close to utopia. That's why we do the manifestation and all that stuff. But I don't know the concept of it. I don't know what that utopia is. And as if I do a science fiction, it's to do with utopia, really. L'idée d'utopie m'intéresse. Si je devais faire quelque chose en science-fiction, ça serait autour de cette idée. Je pense que en fait, on vit en ce moment l'utopie. C'est peut-être pour ça qu'il y a des manifestations, etc., qu'il y a un contexte particulier. Et du coup, sur ces futurs projets, peut-être, pour revenir sur la question de l'environnement, est-ce que, du coup, vous pensez que une question à tous les deux, que les éditeurs, les gens qui fabriquent des livres, sont plus sensibles à ces questions-là maintenant? Est-ce que ça suit l'évolution de la société? Voilà, il y a une prise de conscience généralisée, on va dire, et du coup, ça se traduit aussi dans les choix éditoriaux qui sont faits des maisons d'édition. Vous le ressentez ou pas forcément assez de recul par rapport à ça? Ouais, je pense que ça aide un dossier. Clairement, quand on parle d'environnement, effectivement, ça intéresse les éditeurs. Ouais. Alors après, c'est toujours, faut trouver l'angle, faut trouver le récit qui va avec et quelle histoire on va raconter. Mais moi, je sens qu'effectivement, c'est un sujet qui intéresse. Okay, can I talk about Japan then? Manga. Yeah. The topic which are popular right now is about social thing, not environmental. And there are lots of hits in Japan, hits in the manga, which are about cannibalism. Cannibalism. It's basically, I know, gross, isn't it? But, Attack of Titan, no, it doesn't matter, it's okay, it's difficult. And there are two more titles which are similar, like human beings get eaten by a big enemy. And it's actually, it's a reflection of Japanese society becoming very competitive and very unkind to each other. And there's already a study about this, because manga is, it reflects what young people feel immediately. So at the moment, it's about social issue. Japanese society is changing very, very fast in a very unkind way right now.
Puis je parlais du Japon et des mangas. En fait, les thèmes abordés actuellement au Japon sont pas du tout, sont pas liés à l'environnement particulièrement, mais plutôt à des thèmes sociaux. Et en particulier, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont sortis sur le thème du cannibalisme. Moi, je le vois comme donc des humains qui sont mangés par leurs ennemis, etc. Et je le vois plutôt comme un signe d'un changement profond de la société, comme une image qui raconte la compétition sans pitié, sans cœur, en fait, une évolution négative dans la société japonaise. Et les jeunes en fait au Japon sont évidemment sensibles à ce qui se dit dans les mangas, et c'est un reflet en fait de cette évolution que je trouve assez forte en ce moment. Qu'il y a une prise de conscience en fait, Fumio ressent une prise de conscience aussi de la population japonaise sur ces questions-là, quoi. C'est le reflet de ça, quoi. Yeah, it is. Yeah, I mean, the thing is, yes, readers. Interestingly, within the stories, which are very violent, there are good friendship. They are good, like they are buddies trying to fight together. Okay, and that tells how much young people like to have friends. It's Japanese comic books. They always have emphasis on the group. Emphasis on like buddies. You know, they sometimes hate each other, but they work together and they grow friendship together. And this setup is even stronger now. Even these very dark dystopian stories about human beings killing each other. There's a lot of strong connection with the characters work together. And this just shows how much human contacts the young people are losing right now. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que dans ces histoires qui sont souvent très très violentes, il y a le thème de l'amitié qui résiste, qui est très présent. Ça reste un thème fort. Alors c'est vrai que dans les mangas en général, il y a ce thème du copain, du pote. C'est quelque chose qui est très fort du fait de développer une amitié. Parfois des personnages qui vont s'opposer, mais qui vont finir par devenir des amis. Les jeunes lecteurs au Japon sont effectivement sensibles. C'est important pour eux cette notion. C'est quelque chose qui est encore une fois, qu'on trouve de manière assez forte dans les productions actuelles. So can I just say one more? And in 60s and 70s, there are manga which talked about environment, very much so. And Tezuka also did some stories about human beings destroy the environment, and it's coming back to the humanity and threatening human society. Mangas right now, yes, it talks about some dystopian idea, but there isn't really much talk about environment because our civilization, you know, we basically polluted the world. We don't talk about that right now. It's all about us and them. Setup isn't really the issue now. Whereas 60s and 70s, there are manga which talk about environments very sharply. Okay, so it's interesting the difference is. Dans les années 60 et 70, au Japon, il y avait un certain nombre d'ouvrages, même beaucoup de mangas qui parlaient de questions environnementales. Tezuka, évidemment, fait partie des auteurs qui ont contribué à cette réflexion. Actuellement, effectivement, on est dans des récits beaucoup plus dystopiques, beaucoup plus sombres. Parce que l'évolution de la société fait que c'est plutôt une société qui va à cause de notre civilisation qui pollue et qui est plutôt dans une position de nous et eux, et on n'est pas du tout comme on n'est pas dans les thèmes qui encore une fois dans les années 60-70 ont été abordés, qui remettaient l'humanité au cœur en fait de la question. Justement sur cette histoire de jeune public, enfin s'adresser à un jeune public, Fabien, tu fais des livres pour les adultes mais aussi pour les enfants.
on aborde la question environnementale différemment ou non, en fait, c'est assez. Là, je vais montrer les extraits de une couverture de Nordics dessinée par Thomas Gilbert. Quand je disais que l'écologie et l'environnement étaient un fil rouge un peu de toutes tes œuvres, est-ce que là, du coup, tu l'as construit différemment, outre le fait que ce soit lisible pour des enfants, ou non, en fait, c'est dans la continuité logique de ce que tu peux faire pour les adultes, quoi. Ouais, je pense que c'est assez proche. Après, c'est pas le même langage, c'est pas les. Voilà, on met plus d'aventure, on essaye effectivement. Là, c'est une bande de potes aussi, comme il disait. C'est 4 petites créatures qui se serrent les coudes. Et non, forcément, oui, c'est pas le même. Ouais, c'est ça, c'est pas le même langage. Mais les thèmes, je pense que les thèmes sont toujours là, quoi. Les thèmes généraux. Après. Non, bah, c'est pas le même format non plus. Par exemple, là, on nous impose un petit peu un format court de 38 pages, 48 pages. En France, c'est un format qui est pour la jeunesse. Bon, après, ça va dépendre aussi de l'éditeur, ce qu'il veut en faire. Donc, moi, je sais qu'on peut facilement parler à des enfants de tous les sujets, mais qu'ils sont assez frileux quand même, les éditeurs. Les éditeurs sont beaucoup plus frileux que les enfants, quoi. D'accord. Tu peux peut-être nous dire 2 mots sur Nordic, du coup? Ah, tu veux que je parle de Nordic? Bah, c'est ça, c'est 4 petites créatures qui sont inspirées des masques inuits et puis qui sont menacés en dessous. Là, ce qu'on voit, les petits démons, c'est les démons de la mythologie inuite, les Tupilak. Et puis, pareil, qui sont un peu une menace. On ne sait pas trop ce que c'est, d'où ça vient du dessous. Ouais, quelque part, moi, dans ma tête, j'imagine que c'est une métaphore de la pollution, comme ça, des menaces qui arrivent. Est-ce que le lecteur le ressent? J'en sais rien, je ne sais pas. Oui, du coup, c'est marrant de voir quand même. Toi, tu penses à ça en construisant ton récit, quoi. Avec Thomas, qui est pas mal aussi, le dessinateur, qui est pas mal concerné par le sujet. On imaginait des histoires autour de pollution, autour de trucs comme ça, c'est ce que vous voulez montrer. Mais sous couvert d'une grande aventure et puis sous couvert d'autres choses. Alors est-ce que cacher les thèmes, c'est porteur, ou alors essayer de mettre du sentiment, essayer de donner un espèce d'amour de la nature au lecteur, c'est plus percutant que de dénoncer? Je ne saurais pas dire. Moi, je pense qu'il faut les deux, quoi. Un juste équilibre, quoi, entre les deux. Du coup, c'est même thématique, mais enfin, pas forcément de cette culture-là, mais le livre juste à côté sur Michael, on n'a pas parlé encore. Du coup, j'en parle parce que c'est un livre en tant que dessinateur, là. Et du coup, on commence à te connaître beaucoup en tant que scénariste, et moi en tant que dessinateur. Et c'est un livre voilà, qui est pour moi injustement passé un peu inaperçu. Et c'est dommage. Et du coup, voilà, là, on est plus sur un format 32 pages. Là, on est plutôt. Ah ouais, non, là, c'est. Oui. 256, je crois. En fait, j'en parle parce que moi, j'avais été surpris à sa lecture. Je m'attendais justement à quelque chose d'assez frontal sur l'environnement, l'écologie. Voilà, je savais que c'était l'histoire d'un garde-forêt, donc j'imaginais un garde-forêt qui allait se battre contre des méchants pollueurs. Et c'est beaucoup plus profond, très onirique. Du coup, j'aimerais bien que tu parles un peu de ce livre-là dans ta manière d'aborder la nature, l'environnement. Je trouve que c'est un très bon exemple de comment on peut faire passer des messages avec une histoire onirique et sensible. Ouais, non, même moi, je le comprends pas complètement, hein, ce bouquin. Ça sort un peu de ma tête comme ça, mais c'est quelqu'un qui s'enfonce dans la forêt pour retrouver ses souvenirs. Donc, c'est pas moi qui ai inventé ça. Je veux dire, la métaphore de la forêt, c'est le labyrinthe, c'est aussi le cerveau humain, quelque part. Donc, il s'enfonce dans la forêt. Quelque part, c'est son propre organisme, quoi. Donc, la nature, moi, ce qui est assez écologique dans ce bouquin, je pense, c'est qu'il fait fusion avec son milieu, avec son environnement. Mais il trouve pas des bouteilles vides dans la forêt, quoi. C'est pas trop ça. C'est vraiment, j'ai essayé de travailler sur l'inconscient, même sur la résilience, enfin tout un tas de machins comme ça, mais sous couvert d'une aventure quand même où il retrouve son bonnet des Castors Junior, quoi. Il y a quand même un truc un peu barjot. Il s'est fait élever par des fourmis géantes et puis
je sais plus, je crois que la rivière, c'est une loutre géante, c'est l'incarnation de l'esprit. Bah, ça me fait penser à ça un petit peu. Moi, la rivière dans la forêt, c'est une loutre géante. Ça me fait penser aux créatures comme ça, aux esprits qui sont un peu dans la forêt. Bah, là, par exemple, il traverse un chemin et en même temps, on a le souvenir en fantôme des différentes époques que la forêt a traversées, quoi. Voilà, j'essaye de... je dis pas, la forêt, il faut la protéger. C'est pas comme ça que j'essaye de bosser, mais j'essaye je sais pas, qu'il y ait un imaginaire, un truc bizarre qu'on sort et qui fasse aimer ce genre de milieu, quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais il n'est pas évident pour moi, ce bouquin, non plus. Hein. Ok. J'avais choisi cette planche parce je trouve qu'elle est assez caractéristique de ton boulot aussi. On peut retrouver dans d'autres livres ces grandes doubles pages, voilà, avec une narration comme ça, des choses très oniriques en haut, enfin voilà, au-dessus. Fumio, en parallèle de ton bouquin sur Fukushima, est-ce que tu développes d'autres projets Est-ce qu'il y a des projets à venir puisque du coup, tu es depuis 8 ans sur... Est-ce qu'il y a une date de sortie prévue enfin, où est-ce que tu en es de ton processus artistique sur Fukushima Est-ce que du coup, tu développes d'autres choses à côté Yes, basically, I'm still in the process of finishing the scenario. And then hopefully, the end of this summer, I send the dossier to a publisher. But I have another project for which I'm working as an illustrator at Destinata. It's about gardening. So it's related. Yeah, it's just I was given this project and I was given this scenario, and it's about a female finance officer who has a breakdown. She recovers herself through doing a gardening. So it's very like normal daily life thing, and I accepted it because there was a connection. And gardening is really good for you. And it's about practical thing, really. It's about all those instructions. And she goes to Japan, this character goes to Japan, goes to Kyoto, learn about Japanese gardening. So there are like spiritual, philosophical talk about nature. And this is my side project. And next year, I think. Next year. So sorry, yeah. So that's yeah. Sabko. Donc je suis en train de finir le scénario de ce projet sur Fukushima. J'espère pouvoir l'envoyer à un éditeur à la fin de l'été. Et parallèlement à ça, j'ai été approché par un éditeur qui m'a proposé un scénario sur le jardinage. Donc vous voyez qu'il y a un lien, que tout ça est assez cohérent. J'ai accepté parce que c'est un projet dont le scénario parle d'une femme qui est cadre dans une banque, qui est une financière et qui fait une dépression qui peut-être une forme de burn-out, je ne sais pas. Qui fait une dépression nerveuse et qui se rend au Japon, à Kyoto, en fait, pour apprendre le jardinage japonais. Et c'est le jardinage qui va l'aider à surmonter cette difficulté, cette épreuve. Et donc il faut jardiner, il est bon de jardiner. Et donc ça sort bientôt Sorry, when is it due? Printemps l'année prochaine, je pense que ouais. en France, du coup En Angleterre d'abord, mais je pense que Sorry, Who's the publisher? It's a new publisher in London. Et là, j'aimerais vraiment répondre en japonais. But I take it to the French publisher. Donc c'est un éditeur qui est basé à Londres, mais je vais également le présenter à des éditeurs français. So hopefully it comes out in France. Donc avec un peu de chance, ça paraîtra également en France. Bah, on espère. J'espère aussi. Toi, Fabien, sur la suite, les prochaines sorties, donc il y a eu Grand Océan bientôt qui va
parler d'environnement, on l'a vu. Il y a d'autres choses à venir aussi qui vont pas que parler d'environnement. Tu veux vraiment que je me lance là-dedans Non, en lien avec... En fin d'année, j'ai 3 livres qui thématique. vont sortir normalement. Alors le premier, donc, c'est Grand Océan, qui parle donc de la fin du monde. Ça, je dois vivre. Je vais avoir un passage sur la vie de Soutine qui va sortir dessiné par Joël Loya et mis en couleur par Anna Konzati. Et ça, je ne me rappelle plus de la date non plus. C'est en octobre aussi, peut-être bien. Et qui parle des derniers jours du peintre Soutine. Donc, qui vit ses derniers étés dans la nature, comme ça, à essayer de retrouver le goût de la vie, je dirais. Et puis, il y a un troisième bouquin, là, qui est sur l'environnement aussi, quelque part. C'est avec Pixel Vengeur. Là, c'est sur l'éditeur a dit qu'il fallait que je dise thriller écologique. Donc, la base, c'est sur le trafic d'ivoire de mammouth. Donc, il y a beaucoup de... C'est donc en Sibérie. On s'enfonce dans la forêt pour aller bousiller avec la flotte le permafrost pour récupérer l'ivoire de mammouth qui est enfoui dans le permafrost, donc, et puis le vendre surtout en Chine, parce que c'est là-bas que les défenses sont sculptées et revendues des millions, quoi. Donc après, c'est à partir d'un reportage que j'avais vu, un reportage photo, on a construit un genre de polar ou de thriller. Ouais, là pour le coup assez écologique, mais plutôt sombre. D'accord, mais dans la thématique, quoi, encore. Ouais. Ouais. Désolé. Mais là, ouais. Pas trop de messages d'espoir dans celui-là. Non. Et puis toujours des petites cabanes de temps en temps. J'ai sélectionné cette image que j'aime bien. Ouais. Bah, j'aime bien les cabanes. Bah là, c'était un dérivé de la hutte de Baba Yaga. Donc, je sais pas s'il y en a qui connaissent la sorcière Baba Yaga qui avait une hutte qui marchait. Voilà. Mais moi, j'aime bien justement ça, mélanger un peu le fantastique, essayer de produire des images le plus même étranges quelquefois, et puis qui parle de... Là, c'est une cabane avec des arbres en jambes, quoi, des jambes en arbre, je veux dire. Voilà. Ok, et ben merci. On arrive au bout de cette table ronde. Je sais pas si Yves, tu as beaucoup fait le traducteur, mais peut-être qu'il y avait des questions précises que tu voulais poser. On va peut-être 1 ou 2 minutes. Sur le livre, Michael, j'avais une question. Enfin, moi, en le lisant, il y a effectivement une espèce de flot de la pensée dans la manière d'écrire. Tu dis que c'est un bouquin qui t'échappe en partie. Il y a une dimension. Moi, j'ai beaucoup pensé à Fred en fait en lisant ce livre. J'espère que c'est. On associe toujours de manière plus ou moins. Je le prends bien. Ouais. Bah ouais, non, bien sûr. Moi, j'adore. Limite, il y a un personnage dans Michael qui est Bruno. Je l'appelle Bruno, je sais pas pourquoi, et qui fait penser à Barthélemy dans Philémon, justement. Ouais, non, c'est des bouquins super importants pour moi, toute la série des Philémon. Donc, ouais, on peut pas faire. Je sais pas si ça ressemble, mais en tout cas, ouais. Disons que c'était pas tant les personnages eux-mêmes ou le fait qu'il y ait des animaux qui parlent, etc., que la façon dont tu l'as écrit, en fait. Espèce on a l'impression dans un récit improvisé, mais qui va chercher des choses très profondes, en fait. Bah, c'est un peu ça. Il est moitié improvisé, mais en même temps, il est assez construit quand même. Il y a du Alice au Pays des Merveilles dedans. La base, elle vient de là. Ça vient même du Grand Maulne, même. Personne n'a trop vu, mais en fait, c'est un plagiat du Grand Maulne de ce bouquin. Ouais, bah, Fred, effectivement, c'est une influence importante, ouais. Ok, super. Le Grand Maulne, repris par Fabien Grelot en bande dessinée. Avec des chats qui parlent quand même. Tu connais les ayants droit, tu vas pas avoir de problème. Il est mort. Eh ben, merci à vous d'avoir suivi cette table ronde, cette rencontre avec Fumio Bata et Fabien Grelot. Il vous reste environ un quart d'heure pour voir l'exposition de Fumio à Maison Fumetti. Voilà. On va conclure les rencontres et les tables rondes de cette édition 2019 du festival. Voilà, moi, je veux juste dire merci au festival de m'avoir invité. Et puis, franchement, j'ai trouvé que c'était une super édition. Merci. Merci Fumio.